journalistes qui se sont présentés à 7h45 pour notre bilan. Un très beau bilan, donc vous n'êtes pas levé pour rien. Essentiellement, que dire sur cette session du côté du Parti québécois? On a commencé la session à titre de parti préféré des Québécois, puis on termine la session exactement à cet endroit-là. Le parti qui est le préféré des Québécois au sens où nos appuis sont toujours aussi forts. Une session qui, pour autant, aura été différente des autres parce que, étant premier, on a senti que les autres partis, tant à Québec qu'à Ottawa, avaient soudainement beaucoup de temps pour nous. Ça s'est traduit par plusieurs attaques, donc du temps consacré à des échanges moins, comment dire, je cherche un mot, moins relevés, moins bienveillants. Merci, Pascal. Et dans tout ça, on aura quand même maintenu nos appuis. On aura également continué notre action politique sur certains points qui nous tiennent à cœur. Et ça, c'est l'envers de la médaille peut-être plus exigeant. Mais le côté positif, c'est qu'on a gagné beaucoup en influence également. C'est-à-dire que fut une époque que la CAQ était un peu au-dessus de ses affaires, parfois même arrogante. Là, on sent que lorsque le Parti québécois se saisit d'une question, on a ce levier-là pour faire changer d'idée le gouvernement. Donc, évidemment, vous aurez noté sur le temps d'écran qu'en début de session, il n'y avait aucune ouverture de la CAQ. On a fait voter des motions, les pétitions, il n'y avait que des réponses négatives. Et on termine la session, puis la CAQ a complètement fait un 180 degrés, puis on les remercie de ça. Mais ça parle d'une certaine influence. Pensons à la planification de l'immigration temporaire avant la session. Donc, l'an dernier, la CAQ disait explicitement qu'on ne pouvait pas planifier l'immigration temporaire parce que ça reviendrait à vivre dans une économie planifiée. Encore une fois, le Parti québécois a exercé une influence de sorte qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout le discours de la CAQ. Regardez ce qu'on a fait dans les derniers jours sur l'ingérence étrangère. Regardez l'évolution du discours caquiste en matière de santé, notamment pour le décloisonnement des professions qu'on défend depuis des années, pour le renforcement de la première ligne. Il y a des avantages également à notre position, c'est qu'on est capable d'influencer le gouvernement et on met tous nos efforts pour le faire. Je mentionne par exemple le nombre de fois qu'on est intervenu pour les agriculteurs. Bien, récemment, ça s'est traduit par un changement de posture important du gouvernement vis-à-vis ceux-ci. Autre caractéristique de cette session-là, c'est que sur le fond des choses, le gouvernement n'a pas changé. Il a toujours cette tendance à déposer des projets de loi qui ont été mal ficelés, mal préparés. On est rarement dans la prévoyance, dans la planification et beaucoup plus dans la gestion de crise. Et ça, malheureusement, on le constate. On est intervenu hier, notamment là, sur les questions de collusion, le projet de loi 62, en leur disant « Pouvez-vous, s'il vous plaît, faire votre travail correctement et nous revenir avec un projet de loi qui n'est pas bâclé. » Donc, ces caractéristiques-là n'ont pas changé. Ça nous amène, pour la suite des choses, à être toujours aussi vigilants et être toujours aussi pertinents dans le contexte où on a une petite équipe, 4 députés et Mégane Perry-Melançon également. Donc, c'est une équipe qui amenait plusieurs personnes à dire avec cette taille d'équipe-là, on ne pourrait pas demeurer pertinent tout le temps. On s'est fait dire également que là, on montait trop haut, trop vite. Force est de constater que cette session-ci, on aura réussi à faire du boulot qui est apprécié des Québécois et qui est très, très pertinent, très, très audible. Dans un contexte où, rappelons-le, le Parti québécois n'a que 46 questions dans cette session-ci, pendant que le Parti libéral en a eu 208 et Québec solidaire 151. Puis je ne reviendrai pas sur les budgets de fonctionnement qui a fait l'objet d'une saga tout de suite après les élections, mais dans un contexte très exigeant, nul doute qu'on est pertinent, qu'on se fait entendre. Nous avons couvert pratiquement 100%, presque 100% des études de crédit budgétaire. Donc, on est là, très audible, très visible. Ça nous rend audible particulièrement sur d'autres sujets, là, CPE, itinérance, logement. Donc, je veux dire merci à tout le monde, merci à toute l'équipe, merci pour l'effort constant. Jamais une si petite équipe parlementaire, je pense, dans l'histoire du Québec.
n'aura accompli autant là, avec si peu. Autre accomplissement, peut-être qui est passé sous silence, mais que je veux mentionner, la santé financière du Parti québécois a permis cette session de mettre en œuvre la première campagne publicitaire grand public pour l'indépendance du Québec depuis Jacques Parizeau. Je veux le mentionner parce que c'est pas anodin. Le Parti québécois, en 2020, était à quelques cheveux de la faillite. Un déficit qui était très difficile à combler. Et aujourd'hui, on est tellement en santé financière, on a tellement de soutien de la population qui fait des dons qu'on est capable de reprendre chaque dollar reçu en dessus de nos objectifs qui sont déjà remplis et de le renvoyer, de le réinvestir en promotion de notre projet de société. C'est pas rien, c'est pour l'histoire du parti à tout le moins, c'est historique, je veux le mentionner. Et ça, c'est une autre chose qu'on nous a dit suite à mon discours au Conseil national qui était quand même senti, disons-le. On a dit que si nous parlions avec autant d'insistance sur l'indépendance, on ne pourrait pas maintenir nos appuis. Mais ça aussi, ça aura été démenti. Donc, c'est une réalisation. Dernier point, la place qu'on a occupée sur le terrain. Donc, le travail extra-parlementaire, vu la taille de cette équipe, doit être mentionné. Je me suis rendu à Alma, Sherbrooke 2 fois, Drummondville, Rouyn-Noranda, Rimouski, Lévis. J'ai fait le tour des chambres de commerce pendant que Mégane a fait tous les villes, presque au Québec, pour parler de logement. Eux sont allés à Fermont. Oui. Donc, simplement dire que ensuite de tout ça, on était aux quatre coins du Québec sur le terrain. Donc, ça doit être mentionné. Et donc, je conclurai en disant que c'est une session qui est réussie de notre point de vue, consolide des appuis et la confiance de la population. On l'apprécie. Le fait d'être une petite équipe ne nous empêche pas de bien travailler, d'être pertinent. C'est une session, malheureusement, où les attaques personnelles ont occupé beaucoup d'espace, les cafouillages des autres partis également. Le début de la session était beaucoup marqué par les affaires internes de la CAQ, les affaires internes de d'autres partis, Québec solidaire, là, notamment, a occupé beaucoup d'espace. Donc, c'est peut-être moins une session sur les idées comme nous, on les aime, mais on a justement plusieurs dossiers qui nous tiennent à cœur qu'on va continuer de pousser lors de la prochaine session. Puis j'espère que cette prochaine session-là, donc, nous donnera tout l'espace pour influencer ce gouvernement qui, à mon avis, doit se concentrer sur plus de rigueur, plus de planification et moins de rattrapage une fois qu'on est devant des situations, des crises. Alors, sur ça, je prends vos questions. Par journaliste, merci. Bonjour à vous. Rumeur ce matin que le premier ministre va lancer un comité consultatif pour, entre autres, voir comment il peut mieux développer son nationalisme à l'intérieur de la Fédération canadienne. Je cherchais le bon mot. C'est pas facile à décrire, en effet. Alors, vous qui êtes quelqu'un qui voulait le pays, je pense que c'est assez assumé, le fait que probablement le gouvernement se dirige vers cette voie-là à moins de 48 heures de sa rencontre avec Justin Trudeau, ça envoie quoi comme message? Bien, évidemment, on ne sait pas grand-chose de ce comité-là, donc je vais y aller avec une certaine prudence. On prendra connaissance du mandat exactement. Sur le principe de pousser le nationalisme sur dans le principe, la Fédération canadienne. Sur le principe, la CAQ a déjà trouvé ses revendications et les pouvoirs absolument nécessaires pour le Québec. Ça date de 2015, ce document-là. Donc, la question, c'est pas quels sont les pouvoirs qu'on doit reprendre au Québec pour assurer un bon fonctionnement de notre société. La question, c'est si on obtient 1 milliard sur 6 en santé, puis qu'il manque donc sur une base annuelle 5 milliards, puis si on a demandé un rapport d'impôt unique, puis on a demandé que les juges à la Cour suprême soient nommés par l'Assemblée nationale pour la part québécoise, puis si on a demandé plein de revendications, puis qu'on se fait dire non à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on se fait dire non? Parce que ça, c'est très pertinent pour lundi. Si François Legault dit « je veux les pleins pouvoirs en immigration » et il se fait dire non pour une énième fois, moi, ce que je veux que le comité nous dise, là, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on se fait dire non? Parce qu'à date, là, on est rendu à 6 ans de caquisme. C'est toujours le même manège. On fait semblant que ça n'a pas lieu, on tape un peu sur la table, puis après, on rentre penaud
à la maison. Et ça, c'est pas acceptable parce que pendant ce temps-là, il y a plusieurs questions sociales et économiques qui se détériorent faute de résultats du côté de la CAQ. Donc, c'est ça la question de fond. Ça va être intéressant de voir quelles réponses ils peuvent apporter à ça. Nous, notre réponse, elle est très claire. C'est l'indépendance du Québec. Donc, pour vous, pour rester dans le thème du débarquement de Normandie, c'est Foupoуда, foutu, pourri d'avance? Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, ce comité-là, son défi, c'est pas de répéter ce qui a déjà été écrit par la CAQ en 2015. Son défi, c'est de nous expliquer, après 6 ans d'échecs dans des revendications qui ont essentiellement rien donné, répondre à la question, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on se fait dire non par le fédéral et que ça n'avance pas? Si on contourne cette question-là, c'est qu'on pèle par en avant puis on essaie de gagner du temps. On est dans l'artifice. Donc, j'attendrai avec intérêt la réponse à cette question fondamentale. Bonjour, Marc-André Gagnon du Journal de Québec. Monsieur Legault, lors d'un précédente fin de session, a dit qu'il allait essayer de retrouver sa boussole. Maintenant, quand on regarde où se situe le Parti québécois dans les sondages, on a remarqué que depuis le précédent, il y a une certaine stagnation autour de 32 Pendant l'été, est-ce que vous allez essayer de trouver une espèce d'arme secrète pour éviter de faire en sorte que le Parti québécois défonce cette espèce de plafond du 32 Mais là, on parle de 32 là. La question serait peut-être plus pertinente pour des partis qui ont des moins bons résultats. Moi, je vous parlerai de consolidation. Là. Je ne parlerai pas de stagnation. On a parlé d'indépendance. On a été attaqué toute la session. Puis, au final, on termine la session exactement avec les mêmes appuis. On a commencé à 32, puis on est à 32 en fin de session. Donc, non, on ne passera pas l'été à chercher des stratégies. On va rentrer à la prochaine session avec exactement la même mentalité qu'on a toujours eue, à savoir, indépendamment des sondages, nous, on fait le meilleur travail possible pour on donne l'heure juste. Donc, à 32 je comprends bien, là, vous êtes confortable puis vous ne sentez pas le besoin d'essayer d'amener ça plus haut. C'est pas ça, c'est que de toute époque, on a toujours dit que peu importe on est où dans les sondages, ça ne change pas notre action politique. Donc, on ne fera pas des rencontres de tactique cet été. On va se poser la question de quoi le Québec a besoin, puis sur quel sujet on doit intervenir si on veut influencer ce gouvernement-là qui a beaucoup de difficultés à planifier, à prévenir un certain nombre de crises sociales qui s'amplifient. Okay. Sur un autre sujet, bon, la session se termine, mais la semaine prochaine, il va se passer beaucoup de choses, entre autres la publication, le dévoilement du rapport de CDPQ Infra sur la mobilité à Québec. Lorsque l'on regarde les résultats du sondage que le gouvernement de la CAQ a publié samedi dernier, là, où l'on voit qu'il y a un appétit important pour des projets de transport collectif à Québec, est-ce que vous attendez à ce que le gouvernement, ultimement, donc, accorde une part importante de transport collectif dans les projets qu'il va mettre en branle après le dévoilement du rapport? Bien, deux choses. Ce sondage-là a très peu de crédibilité sur le plan de la méthodologie, mais surtout, le bilan de la CAQ parle de lui-même. Là, en matière de transport, je peux parler de l'Est de Montréal. Mon collègue Pascal Paradis pourrait vous parler de la région de Québec. On vient de perdre un beau gros 6 ans avec rien qui est en marche. Donc, évidemment qu'on va lire le rapport avec intérêt, mais je crains fortement que le bilan de la CAQ, après 8 ans de gouvernance, ça va être très mince en matière de projets structurants. Bonjour. Sur la question de mon collègue, M. Laforêt, en lien avec le comité, vous dites, vous aimeriez savoir qu'est-ce qu'on fait quand on se fait dire non. Oui. Vous n'êtes pas encore au pouvoir. D'ici 2026, qu'est-ce que vous demandez à la CAQ de faire si elle se fait dire non? C'est parce que la thèse de la CAQ qui date de 2015, c'est qu'avec un mandat fort et beaucoup de volonté politique, on va faire bouger le Canada, malgré le fait qu'on a seulement le 5e des sièges à Ottawa. Si cette thèse-là, elle est invalidée par plusieurs années à se buter le nez contre des refus systématiques du fédéral, nous, on arrive à des conclusions politiques, on accepte de tirer des conclusions politiques de ce qui se produit. La CAQ, elle,
se met la tête dans le sable et fait semblant que ça n'a pas lieu. Donc, je vais lui remettre le fardeau de répondre à cette question-là, parce que nous, notre réponse, elle est très, très claire. L'histoire récente du Québec, comme la longue histoire du Québec dans le Canada, nous dit très clairement que la seule autonomie possible, c'est celle de l'indépendance du Québec. Tout le reste, c'est de se dépêtrer dans un régime qui ne nous donnera pas gain de cause. Donc, ça, c'est notre réponse. Elle a toujours été très claire. C'est à la CAQ de nous expliquer comment on a pu perdre bientôt 10 ans sur une hypothèse de travail qui est en fait invalidée par ces 10 dernières années. Mais en même temps, vous êtes dans l'opposition. Même si vous preniez le pouvoir en 2026, le pays, c'est pas nécessairement pour demain. Donc, en attendant, il faut agir rapidement. Il faut agir sur l'immigration. Donc, qu'est-ce que vous demandez? Vous dites, vous remettez ça à la CAQ, oui, mais en tant qu'opposition, vous allez devoir demander quelque chose à la CAQ. Bien, peut-être simplement de respecter leurs propres promesses. C'est leurs propres idées. Donc, M. Legault a évoqué un référendum sur l'immigration. Puis, à la première occasion, il s'est dégonflé. Peut-être simplement respecter ce qu'il a dit lui-même. François Legault a dit en élection que passer 50 000 immigrants permanents, c'était suicidaire. Le mois suivant, il a fait exactement l'inverse à 65 000. Peut-être simplement demander un minimum de respect des promesses et de cohérence du côté de la CAQ. Ce serait une demande de l'opposition. Mais ce qu'on pense de ça, c'est que ça aura été un échec duquel on doit tirer des conclusions politiques qui mènent à l'indépendance du Québec. Si la CAQ a une autre réponse ou une autre explication sur l'échec des revendications nationalistes ou autonomistes de la CAQ, c'est à eux de nous expliquer, mais notre réponse à nous est très claire. Par rapport au rapport Grenier, le gouvernement, le ministre Roberge dit qu'il n'y en a pas d'impasse, malgré ce que vous dites. Donc, qu'est-ce que vous répondez? Oui, mais là, il n'y a rien qui avance. Ça fait des mois. On a fait cette demande-là le 23 mai 2023. On est rendu à la fin de session 2024. Il ne se passe rien. Parce que le gouvernement insiste pour mettre entre les mains d'un tiers qui n'est pas élu la décision finale de ce qu'on peut faire avec ces documents-là ou pas. Ce qui est une déresponsabilisation complète des élus. C'est comme prendre la patate chaude et dire « moi, j'en veux pas, je vais le remettre entre les mains d'un tiers, puis il s'arrangera ». Et vous comprendrez toutes les questions que ça pose sur la nomination de ce tiers-là. Si c'est Pauline Marois qui est la tiers qui est nommée, je serais plus confortable que si c'est Jean Charest, mais c'est parce que ça illustre le fait que ce chemin-là n'est pas le bon. C'est aux élus de prendre leurs responsabilités et de trancher par rapport à des droits qui doivent être respectés sur le plan de la vie privée et de la confidentialité, mais également le droit à la vérité et le respect de la démocratie sur un des moments les plus importants de l'histoire du Québec. Bonjour. Vous avez parlé beaucoup d'immigration dans la dernière session. Quand on est allé à Alma en début d'année, vous nous avez parlé aussi de revoir vos cibles en faisant un exercice approfondi. Exact. Vous parliez de l'initiative du siècle. C'était prévu pas mal pour là? Oui. C'en est où, cette réplique-là? On a un document qui est 98 % prêt, mais on ne veut pas publier un document qui serait caduc dès la rencontre de lundi, si jamais il y avait une annonce qui change la donne. Quand même. Bien, par prudence, vu le nombre de mois qui a été mis, on parle de près d'une centaine de pages. D'ailleurs, on essaie de le comprimer un peu, là, mais il y a beaucoup de travail qui a été fait. Un peu comme pour le budget de l'an 1, d'ailleurs. On avait un peu cet enjeu-là du moment où le déposer de sorte que les journalistes soient disponibles, mais également que ça cadre avec le cycle politique. On ne voudrait pas qu'une rencontre lundi invalide le travail de plusieurs mois d'efforts, là. Donc, on va prendre acte de s'il y a quoi que ce soit de substantiel lundi et on va trouver une fenêtre là, rapprochée pour publier ce document-là. Est-ce que c'est encore permis de penser qu'on va voir ça en juin ou c'est plus l'automne dans votre vision? C'est plus la fin de l'été parce que le temps qu'on prenne acte de ce qui est annoncé puis qu'on s'adapte, on ne veut pas faire un point de presse le 21 juin là, sur une question aussi dense. Donc, on vous revient avec une date, là, mais on va trouver la date la plus rapprochée. Est-ce qu'on peut s'attendre à des changements, par exemple, sur le 35 000? Est-ce que, parlez-nous un petit peu comment vous allez nous présenter ça, qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? C'est dense, mais on se penche sur l'immigration temporaire comme l'immigration permanente. On va très loin dans l'analyse du modèle canadien, puis on développe un modèle pour le Québec qui est complètement à part. Et évidemment qu'on doit toucher tous les aspects de
question complexe parce que l'immigration temporaire, c'est une expression fourre-tout qui, en fait, décrit des réalités très différentes. De la même manière que l'immigration permanente, dans sa planification, c'est lié au nombre de temporaires sur le territoire. Donc, ce sont tous Est-ce que des ça arbitres prévoit, par d'arbitrage. exemple, des choix sur l'immigration temporaire? Parce que ça a été une question cette session-ci. Qui on interdit, par exemple? Comment on diminue ce nombre-là sur les travailleurs étrangers? Est-ce que vous avez déjà prévu certains mécanismes? On va quand même loin. Donc, on pourra en discuter lorsqu'on déposera le document. Mais c'est un document d'orientation, c'est pas une plateforme électorale, là, quand même. Il y aura une plateforme électorale en bonne et due forme qui sera cohérente avec ce document d'orientation. Mais c'est dense, là. C'est pas 5 pages, là. OK. Puis, en terminant, vous avez parlé en début, en introduction, que vous êtes un petit peu devenu la cible, finalement, de vos adversaires. On vous a talonné beaucoup. Puis, on a un peu vu... Vous êtes un peu emporté, là, je ne veux pas le dire comme ça, mais on a vu peut-être certains traits de votre personnalité cette session-ci. La CAQ qui vous a un peu accolé l'étiquette de soupe au lait. Alors que vous allez devenir encore de plus en plus lassé. Mais quelle leçon vous tirez de ça? Puis est-ce que vous avez un peu de travail à faire sur vous-même? On a toujours du travail à faire sur soi-même. Non, mais quand même, sérieusement, est-ce que vous avez tiré leçon de ça ce printemps? Bien, je ne vous cacherai pas que c'est pas le genre de politique qui m'inspire ou qui me donne le goût de me lever le matin, là. Moi, nous, on a du fun quand on propose, puis quand on débat sur le fond des choses. Donc, quand on passe une semaine à répondre à toutes sortes d'épithètes dans toutes les directions, c'est pas inspirant ni pour nous, ni pour la population. Il a fallu qu'on s'adapte à ça, parce que j'avais jamais vécu ça. Mais la population a maintenu sa confiance en notre formation politique. On est toujours les préférés des Québécois, malgré un vent de face qui était parfois là, même caricatural. Mais sur votre attitude à vous? Oui, on peut toujours évoluer. Je veux juste pas devenir cynique. Il y a des fois, à force de vouloir se bâtir une carapace, on peut devenir insensible. J'aime mieux être sensible, mais ne pas être cynique. Et donc refuser des comportements qui, je pense, ne sont pas à la hauteur de l'Assemblée nationale. J'aime mieux être comme ça, puis pas trop changer, que d'essayer de me bâtir une carapace, parce qu'on m'a dit ça là, tout le temps, il faut que tu te bâtisses une carapace. Ça donne, en tout cas, je ne suis pas trop dans cet esprit-là. Ça donne quoi, là, de se bâtir une carapace si on devient un peu cynique dans cette joute ultra-partisane? J'aime mieux qu'on soit le plus authentique et le plus cohérent possible, en sachant que c'est pas toujours agréable. Oui, bonjour. Tout à l'heure, vous aviez l'air de vous féliciter, dans le fond, du fait que vous avez osé parler de souveraineté puis que ça n'a pas fait baisser, dans le fond, l'appui au parti. Mais est-ce que vous ne pensez pas que si vous en aviez parlé moins, le PQ aurait commencé à continuer à augmenter, en fait? Mais là, je ne sais pas. Mais je fais juste la liste de ce qu'on nous a prédit. Parce que quand même, quand on fait le bilan de la session, on se pose la question, on était où en début de session? Donc, les analyses, c'était, ils sont peu nombreux, donc ça va être difficile pour eux de demeurer pertinents et audibles. S'ils continuent à parler d'indépendance, ils vont perdre des points. Puis l'autre chose, c'était trop haut, trop vite. Donc, les attaques qui se multiplient vont finir par faire en sorte que les appuis s'effritent. Aucune de ces hypothèses-là ne s'est matérialisée, puis on est vraiment reconnaissant de cette confiance, de cette consolidation de nos appuis. On n'allait pas considérer cette option-là ou d'autres. Tu sais, on a un plan de match, on le suit. On constate qu'on a réussi à consolider nos appuis, on en est satisfait. Sinon, je voudrais vous entendre sur le groupe là, Oui Québec, là, les gens qui ramassent des fonds là, pour la bataille référendaire. C'est quoi la nature de votre relation avec ce comité-là? Quel rôle est-ce que vous entendez jouer là-dedans, dans la préparation d'un référendum et tout ça? Là? Mais il faut faire attention, hein, parce qu'il y a plusieurs règles qui font en sorte que, justement, il ne faut pas qu'il y ait un mélange entre un parti politique et la société civile. L'argent, lorsqu'elle est ramassée par la société civile, elle est également encadrée par des règles qui encadrent l'intervention de tiers durant des campagnes électorales. Donc, tout ça appartient à un organisme de la société civile. Tant mieux s'il y en a plusieurs qui sont de plus en plus forts et aptes à participer dans le débat public, mais ça ne nous regarde pas parce que nous sommes dans la sphère politique et ce sont des règles très, très strictes,
très, très encadré, mais évidemment qu'on est heureux de voir des organisations devenir de plus en plus solides, de prendre une place de plus en plus grande dans la promotion de l'idée d'indépendance, indépendamment des partis politiques. Puis, donc, ça veut dire qu'on ne vous verra pas à des événements qu'ils pourraient organiser. Je sais qu'ils ont organisé avec Mme Marois, je pense, ce soir à Montréal. Oh, on peut y aller, oui, on peut y aller. Ah oui, ben oui, on y va. Mégane est allée. Non, on y va. En fait, on a tout à fait le droit d'être présent lorsqu'un organisme de la société civile nous invite. Puis ça va être multipartisan à ce moment-là. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, puis il faut être prudent, c'est de mélanger ce qui est encadré par le DGE et ce qui relève de la société civile. Ça, ce sont des univers différents. Mais sur le fond, est-ce que vous pensez que c'est le bon moment? C'est pas trop tôt à vos yeux là, de commencer déjà là, à planifier un référendum? C'est jamais trop tôt. Merci. J'avais une question sur l'initiative que va lancer aujourd'hui le premier ministre du Québec. Est-ce que ce soit une réussite ou un échec, ça va contribuer à mousser le projet indépendantiste? D'une certaine manière, dans la mesure où ça met en lumière près d'une décennie de demandes de la CAQ qui n'ont pas fonctionné. Ça oblige donc ce comité à se pencher sur la question fondamentale que je soulève. Lorsqu'on demande quelque chose de légitime et qu'on obtient un refus, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est un peu ça le caquisme à date, c'est qu'on ne répond pas à cette question-là. On fait semblant que le refus n'a pas eu lieu. Les transferts en santé, là, c'était vraiment une illustration très, très forte de cette tendance-là. On fait semblant qu'il ne manque pas 5 milliards à chaque année dans le système de santé. Donc, oui, c'est intéressant d'obtenir une réponse à cette question-là. La nôtre, elle est très claire. C'est que l'histoire récente comme l'histoire longue du Québec dans le Canada devrait amener à la conclusion toute simple qu'il faut sortir du Canada et devenir un peuple normal qui décide par lui-même de ses budgets, de ses orientations politiques. C'est pas normal de quémander constamment sur tous les sujets. Mais oui, ça met la lumière sur ce document-là de 2015 et sur cette propension à se mettre la tête dans le sable du côté du gouvernement. C'est une discussion qui est bénéfique. OK. Donc, je comprends que vous tendez la main à votre premier ministre puis vous allez participer aux travaux de ce comité-là, de bonne foi. Ben, je ne pense pas qu'on va être invité, là. Bien, vous allez pouvoir déposer, j'imagine, un mémoire. C'est-à-dire qu'on va davantage participer à travers, justement, nos échanges en disant, bien, si l'exercice, le mémoire, est une photocopie de ce qui a été rédigé en 2015, bien, on passe à côté parce qu'il ne s'est rien passé de substantiel depuis 2015. Si, par contre, on se penche sur toutes les options du Québec, comme une commission Bélanger-Campeau, bien, vraisemblablement, l'option de l'indépendance du Québec va être soulevée. C'est impossible qu'on passe à côté. Donc là, c'est toute la question, parce qu'on jase d'un comité qui va être annoncé aujourd'hui, toute la question, c'est quelle liberté, mais surtout quel sens des responsabilités du côté de ce comité-là pour véritablement répondre aux questions fondamentales qui se posent après près de 10 ans d'immobilisme de la CAQ là, dans ses relations avec le fédéral. Mais vous voyez quand même d'un bon œil la composition de ce comité-là. Là, on parle de Martine Tremblay, ex-sous-ministre, ex-chef de cabinet de René Lévesque, puis de Pierre-Marc Johnson. Guillaume Rousseau, un professeur de droit bien connu, réputé, aussi ex-candidat du Parti québécois. C'est pas les plus fédéralistes... arraché des universités. Oui, mais bon, c'est un ex-adéquiste et libéral. Combien sont-ils au total? 6, apparemment. Qui sont les autres? Il y a Guillaume Rousseau, oui. Martine Tremblay, Proulx, Luc Godbout, Sébastien Proulx, puis les 2 autres à découvrir plus tard. Bon, on va découvrir ça ensemble aujourd'hui. Mais quel suspense! Mais je vais... On est pendu à vos lèvres. Non, mais je vous répondrai simplement... À la lumière des personnes dont on connaît l'identité à ce moment-ci, c'est quand même, on peut penser qu'ils vont pas trouver une autre conclusion. Ça dépend du mandat. On peut avoir d'excellentes nominations si on leur donne le mandat, un mandat hyper limité, qui n'a pas de portée. Bien, donc, attendons de voir quel mandat leur est confié, mais surtout... quel résultat, parce que si on fait juste réimprimer ce que la CAQ a dit il y a 10 ans, alors qu'on sait que ça n'a pas fonctionné, c'est limité. Bonjour. La grande question, c'est quels seraient les pouvoirs
Ah, pardon, je m'excuse. Oui, donc, bonjour. Vous déplorez le peu de questions que vous avez eues. Hier, c'était votre budget. Est-ce que vous estimez être traité de façon injuste? Hier, c'était le budget de quoi? Vous avez déploré, je pense que c'était M. Bérubé, là, oui. le peu de budget que vous avez. Donc là, vous déplorez le peu de questions. Hier, c'était le peu de budget. Est-ce que vous êtes traité de façon injuste? Bien, écoutez, lorsqu'il y a eu une entente entre les partis d'opposition, le Parti libéral et Québec solidaire ont décidé de faire en sorte qu'on ait le moins de moyens possible pour travailler à l'Assemblée nationale. Si le Parti libéral, par exemple, a 3 millions de dollars, juste 5 millions, je pense, en tout cas, plusieurs millions, pour ses travaux à l'Assemblée nationale, on a 800 000. Et Québec solidaire s'est donné aussi une part du lion. En regardant le Parti libéral, on se donne ça, puis le moins possible au PQ. Pour le nombre de questions, on a une question par jour, tandis que les libéraux en ont 5, 6, Québec solidaire, plusieurs. Donc, imaginez, avec très peu de questions, on réussit à, je pense, à toucher des enjeux pertinents. Et c'est les Québécois, le groupe qui veulent le plus entendre présentement questionner le gouvernement, est limité à une question. Alors, il faut juste mettre ça en perspective. Très peu de moyens financiers. On a une bonne équipe. Elle est là, je veux la saluer au nom de l'aile parlementaire, mais aussi très peu d'occasions de questionner le gouvernement. Puis en plus, le premier ministre ne vous parle pas trop souvent. J'espère qu'il va être là aujourd'hui. Donc, c'est ça la situation auquel il faut tenir compte aussi. Et puis, la session a aussi été marquée par les problèmes dans le réseau de la santé. Qu'est-ce que vous proposez qui aiderait M. Dubé pour la suite des choses? Bien, en fait, on veut aider les Québécois, évidemment. Et si les propositions qu'on a formulées avaient été mises en œuvre déjà, on serait déjà plus avancé. Par exemple, songez au plan santé de M. Dubé qui visait la décentralisation. En fait, c'était le discours. Est-ce qu'on a décentralisé le système en nommant les hauts gestionnaires grassement payés dans une nouvelle structure comme Santé Québec? Absolument pas. Est-ce que les résultats là, sont positifs quand on annonce la fermeture du service de radiologie en Outaouais, lorsqu'on déplace des poupons naissants de la Côte-Nord jusqu'à Québec pour avoir 6 heures d'oxygène, quand on ferme les urgences un peu partout et les services d'obstétrique dans nos régions? Ça, c'est pas de la décentralisation. C'est une absence de planification totale. Et M. Dubé a mis, en fait, tous ses œufs dans le même panier du brassage de structures en abandonnant les gens qui sont sur le terrain. Leur capacité d'agir est extrêmement limitée. Et de ce point de vue-là, il obtient les résultats qu'il mérite. Mais malheureusement, les Québécois n'en ont pas pour leur argent. Qu'on pense aussi aux médecins. Il y a de moins en moins de personnes qui ont accès à un médecin en première ligne parce que M. Dubé n'a pas ménagé une porte de sortie au bout des 2 années que durait l'entente qu'il a signée avec les médecins. Si je peux me permettre de rajouter aussi, c'est que ce soit en santé ou dans les rapports de force avec Ottawa ou sur le français, les CPE, l'environnement, plus on avance, plus le bilan de la CAQ va prendre de l'espace parce que les faits sont têtus. Donc, on peut lancer des comités, puis chercher des Top Guns, puis faire toutes sortes d'annonces qui, à court terme, occupent l'espace médiatique. Moi, mon constat, c'est que plus on avance, plus le bilan de la CAQ se dessine clairement. Et c'en est un qui comporte plusieurs reculs dans plusieurs sujets importants pour les Québécoises et les Québécois. Donc, le temps passe. Là, on est rendu à 6 ans de gouvernance caquiste. On va conclure avec M. Carmichael avant de passer en anglais. Oui, bonjour, Simon Carmichael pour Le Soleil. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, vous avez mentionné que vous étiez satisfait d'avoir consolidé vos appuis cette session, même si vous avez parlé beaucoup de souveraineté d'indépendance et que certains vous disaient que ça vous ferait inévitablement baisser dans les intentions de vote. Mais puisque l'indépendance, c'est un peu le but final de votre action politique, ou de l'action politique du Parti québécois, là, comment est-ce que vous analysez le fait que malgré une session où vous avez beaucoup parlé d'indépendance, avec des premières pubs depuis Parizeau, etc., l'aiguille n'a pas bougé significativement en faveur de l'indépendance? Il faut laisser le temps au temps. On ne contrôle pas les sondages, on n'agit pas en fonction de ces sondages-là. Dans le cas de la campagne publicitaire dont vous parlez, elle a débuté il y a à peine 2 semaines. Là, donc, en même temps, il n'y a rien d'instantané ni de miraculeux. Nous, on va continuer à expliquer notre vision, notre projet de la société
un projet de société qui est emballant puis qui est rassembleur. Puis c'est aux gens de se faire une opinion. Donc, il faut laisser le temps. Puisque vous promettez un référendum au premier mandat, si vous devenez premier ministre, vous allez devoir faire augmenter l'appui à la souveraineté d'ici là. Ouais. Comment est-ce que vous allez faire dans les prochaines sessions pour faire bouger l'aiguille significativement? Il y a deux choses qui arrivent. D'une part, la gouvernance caquiste démontre le caractère absolument nécessaire de l'indépendance du Québec. Donc, ça, c'est un aspect. Puis, notre travail est constant. On peut vraiment nous donner, je pense, qu'on est constant sur cet enjeu-là comme sur plusieurs autres enjeux. Donc, c'est un peu des deux. Et tout simplement. La constance puis la gouvernance caquiste, c'est des facteurs qui étaient en jeu cette session-ci aussi. C'est un peu Oui, la c'est question. ça, Qu'est-ce qui va mais être de différent qui va faire bouger l'aiguille? Le temps. Le temps, la persévérance. Donc, il y a... Jamais en politique, on a de contrôle sur les sondages et de notre point de vue, jamais il faut faire de la politique en fonction des sondages. Les choses arrivent, puis c'est ça, on peut pas prédire, on n'a pas de boule de cristal, on a des convictions, puis on est clair sur ces convictions-là. On va passer en anglais. Good morning. Good morning. With this creation of a committee for an expert committee on Quebec's autonomy, don't you think it's a good thing for the CEQ to move back, reassess the situation, and then come back stronger and prove that the right direction to take is nationalism? Well, I mean, it's a bit the same thing with powers and immigration. So they went all in saying we must get that. And if we don't, there'll be a referendum on immigration and there'll be measures we'll be doing something. And they're not doing anything. So there are limits. There's so much you can do in terms of verbal nationalism if you're not willing to do anything substantial when you're told no to fundamental things that were described as fundamental for the survival of the nation. Those are the words of the Premier. So I think what it will do is start a conversation on this paper dated 2015 that has already identified all the powers that, according to the CEQ, must be granted to Quebec. They haven't got any substantial result. So the question here is not what powers do we need, it's rather what do we do if we're told no again and again and again? Because just knocking a bit on the table or acting as if nothing happened is not a solution. And how do you want Quebecers to reflect on their government 6 years after being in power this summer? I don't get it. How do you want Quebecers to reflect on the CEQ government this summer after being in power for 6 years? I trust the intelligence and the judgment of Quebecers. They are seeing the same thing as we do in very important topics such as healthcare, relationship with Ottawa, finances. We hit the worst deficit in the history of Quebec. The bilan, bilan en anglais. No, The report card, comment tu dis bilan encore? bilan. No. The record? Yeah, the record. So the record. The record of that government is becoming clearer and clearer to the population. And that's going to count. Because if things are worsening because of lack of vision, lack of planning, lack of rigorous work, the population will draw conclusions just as we do. So our game plan is simply to work with high work ethics and deliver relevant solutions, and we'll leave it to the population to judge. And one last thing about, you said that you wanted to avoid become cynical. Yeah. Why you had this conclusion? What made you think that you wanted to steer away from becoming cynical? Well, people have seen me react
to behaviors in this chamber that I think are not acceptable, are not to the standards that we should expect from the National Assembly. So of course, if I react, my adversaries will try to depict me as this or that. And I was told, well, you should react less and you should be less engaged. You should be tougher. And I think that being authentic has a value, and trying to build an armor in politics can lead to a form of cynicism, which I don't want to have. I don't want to behave like this. And we don't want that. We're not like this. So sometimes we're going to react with authenticity because that's what we think. And I don't think we should change. Yeah. I shall be brief. Regarding the Peru committee that Mr. Legault is going to announce today, my good and great friend Marco asked you earlier how this will help you, help the PQ cause. And I remember when Mr. Parizeau and Mr. Bourassa interacted on this, when Bourassa set up the committee to get more powers from Ottawa, Mr. Parizeau commented every step of the way, and in the end it didn't work, and helped the PQ. So is that going to be your approach? Is it actually, it'll put in relief the CAQ's inability to get more power from Ottawa, and that's good for you, is it, for the PQ? I mean, I cannot predict all political consequences of that committee, but one direct impact this morning is that it brings back the existence of work that was done in 2015 that already identify which powers the CEQ themselves think should belong to Quebec, with the little results that we know almost 10 years later. In which case, yes, there's an interest in having that conversation, not about which powers we need, we already know, about what we can do when we're told no repeatedly. And that's a very relevant and fundamental question. We have our own answer, but we're very curious to see what answer will be given by such a committee. Thank you. You mentioned in French that you believe your party is influencing the government when it comes to things like the screen time. What type of effect do you think this has on your party afterwards? On the long run, you mean? Just in terms afterwards, when they're bringing, like, when they bring up the idea of setting a screen time, what effect does that have on your party in the view of the population and in the National Assembly? Well, I think we can say that we're fulfilling one of our undertaking just after the election. We said that we would be as much as constructive as we can be and try to influence that government as in the right direction. So we're really in a better position to do that, and we're achieving results. So we're coherent in terms of what we said we would do with this 4 years in the opposition. So I think people will notice that. And every time we move an issue such as screen time that is important to the population, we move it forward, well, we're being useful, and I think people appreciate that. You're achieving your goals. Which one would you say was the one that you were most proud of, the one that you think has made the most impact? And what would you like to focus on next session? To say the truth, and it's not the most, but the thing I'm most proud of is to see a Parti Québécois capable of doing the promotion of our society project on television, everywhere, reaching more than 1 million Quebecers, having the first English-speaking TV ad from the PQ in our history. We've done that, and 4 years ago, we were that close to bankruptcy. So we've done that. So we're proud of this. Of course, then, there's all sorts of things that we've done politically, but if you ask me spontaneously what I'm the most proud of, in 4 years, we've done such a change in terms of financial health that we're capable of doing the first publicity campaign since Jacques Parizeau. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut le bilan de fin de session du Parti québécois.